Inquiétante, éprouvante dans le département de Bakel. Plusieurs routes sont impraticables. L'eau a pris possession de plusieurs habitations. Le maire de Kidira lance SOS dans ce reportage de Alassane Diop. Envahi par les eaux de crue, le département de Bakel fait face à l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire. Cette situation a causé beaucoup de dégâts dans les différentes communes de ce département. Située au bord de la Falémé, la commune de Kidira subit de plein fouet cette catastrophe. Nous sommes une commune qui est au bord de la Falémé, donc qui est un fleuve qui aussi se rabat sur le fleuve Sénégal. On avait l'habitude d'avoir des inondations et que les gens qui habitaient dans les zones inondables étaient couverts d'eau. Mais cette fois-ci, c'est encore plus fort, puisque non seulement les gens qui sont dans les zones inondables sont envahis, mais même ceux qui ne sont pas dans ces zones sont envahis. Nous avons deux fois deux voies qui longent Kidira. Mais aujourd'hui, l'eau est montée à hauteur de 80 cm, voire même 1 mètre. De nombreuses familles sinistrées. Certains quartiers sont même coupés au reste de la commune. Ses habitants se déplacent à l'aide des pirogues. Nous avons un quartier qui est là-bas, c'est un village qui est rattaché à Kidira, qui s'appelle Alaïna Bokar. Il est coupé de la commune. Donc c'est des centaines de maisons, c'est des centaines de familles. Et d'autres n'ont même pas eu le temps de sortir leur nourriture ou de sortir leurs affaires. Les habitants de la commune de Bakel, de Diawara et de Kidira sont en attente d'un quelconque soutien de la part de l'État. Ce que l'État peut faire aujourd'hui, c'est aider les sinistrés à être provisoirement quelque part. Mais c'est un fleuve qui est sorti de son lit. On attend qu'il reparte. Hein. On ne peut pas faire des motopompes, on ne peut rien faire d'autre, non. Qu'assister les gens qui sont inondés. Aller les loger quelque part, les aider à manger, à boire, puisque celui qui sort de sa maison. Il y a d'autres qui ont été pris au dépourvu. Ils n'ont fait que courir et sortir. Ils ont laissé et le riz là-bas, et le mil, et l'huile, et tout. Et ceux-ci, ils n'ont ni là où dormir, ils n'ont pas là où dormir, ils n'ont même pas là où quoi manger, ils n'ont même pas quoi boire. Donc c'est à cette assistance qu'il faut pour ces populations. Le ministre de l'Intérieur s'est même rendu sur les lieux ce matin pour constater les dégâts. Par ailleurs, il annonce un plan d'urgence pour les sinistrés. Alassane, face à ce sinistre, le gouvernement déroule un plan de contingence pour porter assistance à ces familles sinistrées. Je vais vous donner la parole là-dessus, monsieur le ministre Mabouba Diagne. Mais certains impactés ont quitté leur habitation envahie par les eaux. C'est le cas également au quartier Khar Yalla de Saint-Louis. Vous allez le voir dans ce reportage de Ousseynou Diop et Habib Seck. Ces élèves de l'école Khar Yalla rentrent après 2 heures de cours. Certains passent sur des pneus pour regagner leur maison. Dans ce quartier, les eaux du fleuve débordent. Aujourd'hui, l'eau du fleuve a débordé jusque dans nos maisons. C'est très inquiétant. Et nous sommes désespérés. Nous n'avons vu aucune autorité. Il y a des microbes partout et les enfants sont malades. Certaines familles vivent dans les eaux. Ici, certaines familles ont déjà quitté le site à cause des eaux du fleuve. Ramatoulaye Diop demande de l'aide aux autorités. Aujourd'hui, il y a des familles qui ont quitté leur maison. Certaines sont même retournées à Saint-Louis. C'est pourquoi nous voulons de l'aide. Pour les habitants de Khar Yalla, la situation va de mal en pis. Les eaux débordent partout. Ils réclament la réaction immédiate des autorités gouvernementales. Des pères de famille ont abandonné leur maison pour se réfugier dans d'autres localités plus sûres. C'est pourquoi les autorités doivent nous aider. Il y a quelques jours, notre voisin a quitté sa maison. Il y a de l'eau partout, jusque dans les chambres. On tue chaque jour des serpents et d'autres animaux devant la maison à cause des eaux. Nous sommes inquiets et les enfants ne peuvent même plus dormir la nuit. À Khar Yalla, les populations attendent désespérément. Chaque jour, l'eau du fleuve envahit une bonne partie du quartier. Une situation inquiétante pour ces habitants de Saint-Louis. Monsieur le ministre Mabouba Diagne, comment l'État va porter assistance à ces familles sinistrées? D'abord, je vous remercie de cette invitation. Permettez-moi de dire qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, le gouvernement a envoyé 3 gros ministres sur place. Le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces armées, le ministre de la Famille et de la Solidarité. Ils sont tous sur place en train non seulement de soulager, de trouver, d'abord d'observer et de juger la situation, mais aussi
On est en train de répertorier les familles impactées, non seulement sur le plan habitat, mais aussi les agriculteurs qui sont impactés, les éleveurs qui sont impactés. Et depuis ce matin, je commence à recevoir les rapports. Et on est en train d'envisager un package pour accompagner tout de suite les populations. Comme vous le savez, hein, c'est un fleuve qui déborde, tu ne peux pas pomper. Oui. On est en train, la raison pour laquelle son Excellence président de la République et le Premier ministre ont dépêché le ministre des Forces armées, c'est pour voir comment, pour le moment, loger les populations impactées en faisant des tentes et aussi développer une stratégie pour soulager ces populations-là. Est-ce que cette crue va impacter les récoltes? Une partie, oui. Mais ce qu'on est en train de faire, la campagne horticole est en train de venir. D'ailleurs, je viens juste de signer les attributions de semences horticoles. Peut-être on est en train de faire la liste des producteurs qui sont impactés. Oui. On compte les accompagner sérieusement dans cette campagne horticole. Quelle culture est particulièrement touchée? Bon, au nord, c'est principalement riz, mais au sud aussi, il y a le bassin d'Anambé aussi, certaines parcelles de riz sont impactées. Maintenant, il y a aussi des plantations de bananes. Comme vous le savez, hein, les champions de bananes, c'est Yelitare. Il y a une bonne partie de ces surfaces, de ces périmètres agricoles qui sont impactés. Mais on est en train de faire l'état des lieux. Très bien. Monsieur le ministre, il y a le facteur naturel, c'est-à-dire les pluies exceptionnelles qui sont tombées dans la région, dans la sous-région. Mais il y a également les lâchers d'eau. Au niveau de certains barrages. Oui. Comment ça a été géré, comment ça a été négocié pour les quantités, le timing de ces lâchers? Parce qu'on savait que quand on ferait des lâchers, il y aurait des conséquences, bien naturellement. Vous savez, c'est des fois, techniquement, vous trouvez dans des situations où vous êtes entre le marteau et l'enclume. Les quantités d'eau qui se sont abattues ont battu des records qu'on n'a jamais vus depuis 1960. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le barrage de Malantali et sur certains barrages, non seulement au-delà du fait que ça nous permet de maîtriser l'eau, mais il y a aussi, ça produit aussi de l'électricité. Donc c'est tous ces paramètres-là qui ont fait que... Et en plus, n'oublions pas que l'OMVS, c'est une organisation qui regroupe plusieurs pays. Hein. C'est pas seulement le Sénégal. Et ces conséquences, c'est pas seulement le Sénégal que ça va toucher. Ça va toucher le Mali, ça va toucher la Mauritanie, ça va nous impliquer. Donc c'est une situation difficile. Et peut-être c'est là où, par exemple, les Africains doivent savoir que quand on parle de changement climatique, c'est du réel. Et c'est là où je partage totalement la vision de son Excellence le Président de la République quand il dit que nous devons d'abord faire le diagnostic des lieux, formuler de vraies stratégies de fondement pour bâtir notre économie sur des fondements solides. Parce qu'aujourd'hui, ces aménagements hydro-agricoles qui sont sur le côté des rives, peut-être il y a une manière de revoir ces aménagements et aussi peut-être c'est l'occasion l'occasion d'accélérer un grand projet comme les autoroutes de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de surfaces agricoles que l'on peut récupérer sur les djéris. Une fois qu'on aura fait ces autoroutes de l'eau-là, peut-être ces gros problèmes de décrue ne se poseront plus. On reviendra tout à l'heure sur, bien sûr, le programme national, sur la vision, mais il y a également la question de l'occupation de l'espace, de l'aménagement territorial. Absolument. Avec toutes ces habitations dans des zones à risque quand même. On a vu à Saint-Louis, par exemple, c'est vraiment l'une des causes de la catastrophe. Vous savez, des fois, les gens ont tendance à vouloir être aussi proche du fleuve que possible. Maintenant, ça a des avantages. Quand il n'y a pas ces fortes pluviométries, ce sont des terres que les gens se disputent. Maintenant, l'inconvénient, c'est que en cette période de décrue, c'est peut-être le challenge qu'il faut gérer. Mais là où je partage votre point de vue, il faut aménager correctement les surfaces agricoles. Et aménager correctement les surfaces agricoles, peut-être faire des digues. Mais aussi, les autoroutes de l'eau, encore, moi, je crois fondamentalement à ce projet-là.
Les autoroutes de l'eau qui font partie des grandes annonces aujourd'hui à l'occasion de la publication du nouveau référentiel. En tout cas, on pense à toutes ces personnes qui sont impactées dans ces régions du Sénégal. Il y a un plan de contingence autour du ministre de l'Intérieur et avec également d'autres ministères. De la famille de la solidarité, le ministre des Forces armées aussi. Et le ministre des Forces armées. Messieurs, vous voulez réagir sur ce sujet, professeur Mounir Ndiaye? Oui, juste vraiment appuyer ce que dit le ministre Mabouba. Je pense que déjà nous avons une situation pluviométrique que tout le monde a constaté au Sénégal. C'est vrai qu'il faut, effectivement, c'est exceptionnel. Il faudrait effectivement que tout ceci soit pris en compte dans l'analyse. Je pense que déjà, nous parlons de sécurité et de souveraineté alimentaire. C'est très regrettable de voir que des cultures vont être perdues. Mais heureusement, le gouvernement est en train de prendre les mesures nécessaires pour accompagner les populations, préparer les prochaines campagnes. Comme l'a dit le ministre, la distribution des semences sur le plan horticole va être... Donc tout ceci va être pris en compte et je pense que la résilience va s'organiser et les dégâts vont être limités, je pense. Et plus aussi, il y a le ministre de la Famille et de la Solidarité, ils ont un budget. Je ne dis pas que pour le moment on est en train de développer un plan Orsec, mais rassurez-vous que toutes les populations impactées seront assistées. Et ça, on est en train de jouer la solidarité gouvernementale à grande échelle. Ministre des Forces armées, ministre de l'Intérieur, ministre de la Famille et de la Solidarité, ministre de l'Agriculture et ministre de l'Hydraulique. Il y a 5 ministères qui vont rassembler nos moyens, plus le soutien du Premier ministre, plus le soutien de son Excellence Président de la République. Vous le savez, le monde agricole, les éleveurs, le président de la République a développé un budget record. On va en parler tout à l'heure. J'aimerais juste écouter sur le sujet le docteur Boubacar Mbodji. Qu'est-ce que vous pensez de cette grosse actualité également? Merci beaucoup, M. Diop. Déjà expliquer aux téléspectateurs que les lâchers sont nécessaires. Parce que quand il y a trop de retenue d'eau, le barrage risque de lâcher. Exactement. Donc on est obligé d'évacuer l'eau. Et donc là, ce qu'il faut peut-être regretter, c'est qu'au niveau de l'OMVS, les politiques d'anticipation n'ont pas été menées pour récupérer cette eau et pouvoir l'utiliser à des fins agricoles ou autres. Et donc, comme disait M. le ministre, nous avons beaucoup de travail à faire en matière d'adaptation. Le changement climatique va être de plus en plus... les conséquences vont être de plus en plus lourdes. On a vu ce qui se passe en Asie, récemment au Vietnam, ou des villes entières, Pakistan. Et ça va arriver ici. Et donc, tout ce qui sera fait en termes donc, de prévention. M. Nia a parlé tout à l'heure de l'occupation du territoire, mais également, même pour les cultures, éviter certaines zones susceptibles de... Mais je crois qu'il nous faut dompter le fleuve Sénégal. On a vu en Europe des fleuves qui sont domptés, qu'on en fait faire des détours pour les amener là où on veut. Et je pense qu'à terme, je pense notamment au Gagnol, qui est aujourd'hui envahi par le sel. Et c'est un bon exécutoire pour le fleuve Sénégal. Il faudra y penser, bien que c'est un l'aval du barrage. Très bien. Alors messieurs, c'était important de commencer par ce sujet parce que ça concerne des compatriotes qui vivent au moment où nous parlons des moments très difficiles. On en vient à notre affaire, si vous le voulez bien, à la publication du programme Sénégal 2050, le nouveau référentiel des politiques publiques, vision qui se repose sur 4 axes majeurs pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Le programme a été publié aujourd'hui. Voyons tout cela avec Pape Farnik. Le nouveau référentiel des politiques et économiques du Sénégal s'articule autour de 4 grands axes stratégiques. Sénégal 2050 est présenté par le directeur du cabinet Performance. L'objectif, mettre en place une économie compétitive adéquate pour une transformation systémique de la gestion du pays. Le premier axe, ce sera de doter l'économie de solides moteurs de croissance. Le Sénégal passera d'une économie désarticulée, extravertie et à faible valeur ajoutée vers une économie intégrée et à forte valeur ajoutée, notamment en s'appuyant sur des filières stratégiques autour de 4 grands moteurs de croissance. Le Sénégal veut changer de trajectoire de développement en s'appuyant sur la transformation des industries extractives et agroalimentaires, 2 moteurs essentiels pour atteindre les objectifs.
avec 4 filières qui seront le catalyseur du Sénégal industriel. Le premier, ce sont les hydrocarbures. Le coût élevé de l'électricité a toujours constitué un des premiers blocages au décollage industriel de notre pays. Ce blocage sera levé grâce à nos ressources en gaz. Le Sénégal, aujourd'hui, ne dispose que de 1740 mégawatts à un prix facturé de 110 francs le kilowattheure en contrepartie de subventions colossales. Le Sénégal va valoriser son potentiel agricole diversifié dans les céréales, l'arachide, l'horticulture, les produits de l'élevage, les produits halieutiques, les produits forestiers non ligneux, le sel, pour devenir une puissance agricole moderne. Mais pour cela, un nouveau modèle agricole sénégalais s'impose à plus haut rendement, avec des filières organisées et connectées au marché. Les deux autres moteurs de croissance sont les industries manufacturières et les services à valeur ajoutée qui font générer des emplois et une forte croissance économique. La vision 2050, c'est une réindustrialisation, mais sur des bases solides, notamment dans 4 filières, les industries chimiques et pharmaceutiques, le cuir et le textile, les industries d'assemblage et les industries de recyclage. L'ambition du projet est aussi d'en faire demain le moteur de l'économie sénégalaise à travers une large adoption qui permettra d'améliorer aussi bien la vie quotidienne, l'économie que la gouvernance. Ce nouveau référentiel politique, économique et social Horizon 2050 a aussi un plan quinquennal avec un coût global de 18 496 millions,83 000 francs CFA, dont l'objectif un développement endogène porté par les territoires répartis en 6 axes, dont l'État mise sur le capital humain de qualité. Merci Pape Farah. La vision est déclinée, le cap est fixé donc à 2050. Monsieur, premier tour de table, d'abord avec vous, monsieur docteur Mbodji. Quelle est votre appréciation globale? On va parler d'énergie bien évidemment parce que vous avez conseillé le président Macky Sall sur ces questions. On va parler également d'agriculture parce que le ministre en charge du département nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir. D'abord, monsieur Mbodji, que pensez-vous de cette vision 2050? Merci beaucoup, M. Diop. Je parlerai d'énergie, mais je parlerai aussi d'agriculture. Bien sûr. Puisque je suis d'abord agriculteur, j'emblave 7 hectares de terre depuis 6 ans. Oui. Excellent. Et donc, je connais à peu près les problématiques qui sont posées dans le monde rural. Oui. Mais en dehors de ça aussi, j'ai été au cœur du PUDC, qui a été dédié exclusivement au monde rural. Donc, peut-être je n'en dirai pas autant que M. le ministre, mais je voudrais bien y mettre mon grain de sel. Avec plaisir. Voilà. Donc, nous avons effectivement vu le programme aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de le disséquer à fond, mais ce que je puis dire, c'est que, bon, il n'y a pas de grande surprise. Le malade est le même. Le malade est le même, c'est le Sénégal qui a ses dysfonctionnements. Dysfonctionnements caractérisés par l'extraversion de notre économie, on vient de le dire. Jusqu'à présent, ce que nous mangeons, beaucoup de matériaux que nous utilisons, tout ça c'est importé. Ouais. Donc c'est un premier problème que nous avons. Deuxièmement, notre agriculture n'est pas suffisamment développée aujourd'hui pour nous autosuffire. Il y a eu des programmes qui sont succédés. Malheureusement, on en est toujours à la situation actuelle où effectivement on importe encore du riz, on importe du blé, beaucoup de choses qui sont utiles à la nourriture de la population. En plus de cela, nous avons aussi au niveau interne des dysfonctionnements qu'on a notés qui persistent. C'est d'abord la macrocéphalie de Dakar, qui concentre l'essentiel de l'activité économique, et qui demande à être, splittée, cassée, pour permettre aux régions intérieures de se développer sur la base de leurs ressources locales et de leur économie. Et ça, c'est un enjeu de taille. Et je vois bien que le plan qui nous a été présenté adresse en quelque sorte, en tout cas, identifie très bien le problème. Même des taux sont donnés par rapport donc, au poids de Dakar sur le reste du pays. 53%. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis ensuite, ce que nous connaissons, les différents secteurs qui contribuent au PIB, à la formation du PIB, nous les connaissons tous, c'est les services qui dominent et qui démontrent aussi la faiblesse de notre économie. Elle n'est ni tirée par l'agriculture ni par l'industrie.
Or, justement, pour l'industrie, c'est important de dire ceci. Et c'est le lien avec l'énergie. Oui. Tant que nous n'aurons pas, disons, des coûts énergétiques aussi bas que possible, et permettre aujourd'hui d'abord d'être concurrentiel par rapport à nos voisins, à la sous-région, parce que quelqu'un qui veut s'installer ici, il va voir les coûts de production, il va voir l'eau, il va voir l'énergie. S'il voit qu'au Sénégal, c'est 40 francs le kilowattheure, ailleurs c'est 100 francs ou 60 francs, il va venir s'installer au Sénégal. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, et pour venir donc à la question des jeunes, la manufacture, c'est elle qui donne de l'emploi. Tous les programmes qui ont été faits depuis 60 en matière d'emploi, à part ce que l'économie génère par lui-même, tous les programmes qui ont été mis en place, sous Macky Sall, il y a eu l'ADER, il y a eu le FNPJ, il y a eu beaucoup de programmes. Ça, c'est pour soulager. Mais en réalité, tant que ce dysfonctionnement de l'économie ne sera pas corrigé, c'est-à-dire qu'on ait une industrie où en fait les manufactures, l'industrie, le secteur secondaire occupent une place importante, autour, maintenant c'est autour de 14, 15, ça caracole autour de ces trucs-là, mais l'amener au moins au-dessus des services pour pouvoir générer le maximum d'emplois, ça permettrait également. Mais également, l'industrie permet de soutenir l'agriculture et c'est quelque chose d'extrêmement important. Absolument. Aujourd'hui, si vous prenez un pays comme Algérie, qui a profité de sa manne pétrolière, aujourd'hui l'Algérie construit des tracteurs, construit des camions. Donc c'est ça la vision. L'Égypte. L'Égypte aussi. Oui. Alors donc tout ceci dit que moi je pense que d'un régime à un autre, les problèmes du Sénégal sont là. Oui. Absolument. Alors donc le débat. Que pensez-vous des solutions proposées justement, notamment il y a le plan quinquennal, parce que bon, il faut qu'on s'intéresse à ce qui va être fait à court et moyen terme. Il y a un plan quinquennal qui a été proposé. Que pensez-vous de ce plan d'action? Oui, globalement, ce que je veux dire, tout dépendra de la stratégie des équipes qui sont là. Oui. Parce que j'ai dit que le diagnostic, il ne peut être que le même. C'est notre situation, c'est le vécu, c'est les problèmes qu'on connaît du Sénégal. Maintenant, il y a la question du financement qui n'a pas été abordée, en tout cas pour le moment. Tout cela va coûter plus de 18 000 milliards. Oui, mais je vous dis... C'est la raison pour laquelle je propose que l'on regarde d'abord la vision 2050. J'entends bien. Et après, regardez qu'est-ce qu'on fait sur cette vision-là, qu'est-ce qu'on fait les 5 prochaines années. Je vais vous donner la parole là-dessus. Poursuivez. Je finis quand je disais ça, c'est... peut-être que je suis un peu pressé, mais après on aura une déclinaison. Mais c'est bien d'entrer par... Voilà, tout à fait. Allez tout de suite dans le vif du sujet. Et surtout comment on parle combien ça coûte, parce que la question de la dette est là posée. Bon, et puis certains débats que l'on entend à la télé, à la radio, qui ne veulent rien dire. Le Sénégal a besoin de ses partenaires. Le Sénégal ne peut pas aujourd'hui se développer et réaliser ses ambitions si on ne s'appuie pas aussi, j'ai dit aussi, sur effectivement l'extérieur. Alors, docteur Mbodji, mais que ça soit un partenariat gagnant-gagnant. Oui, c'est tout ce que nous disons. Oui, d'accord. D'accord. Je terminerai en disant ceci, en disant que moi, je ne veux pas entrer dans ce plan. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas lu dans le détail. Je souhaiterais qu'il complète le PSE. Il n'est pas très loin du PSE. Et non pas qu'il le remplace? Non, mais c'est pas, quand vous le lisez, c'est à peu près les mêmes axes. C'est les mêmes axes. Ça adresse le capital humain, ça adresse l'industrie, l'agriculture. Comme je disais, c'est les mêmes malades. On ne peut pas inventer la roue. C'est aussi des Sénégalais qui sont penchés sur la situation au temps du président Macky Sall, qui ont diagnostiqué la situation. Ça ne peut pas être très loin. Donc tout dépend de la stratégie, les stratégies qui sont mises de l'avant pour résoudre ces problèmes-là. Et c'est là où nous attendons les nouvelles autorités, en termes donc de stratégie et en termes effectivement de trouver des voies et moyens, surtout aussi d'aller très rapidement. Oui, alors très rapidement. Et on va revenir sur les grands sujets que vous avez développés. Justement, on va en parler. Donc les hydrocarbures, la dette, je sais que ce sont vraiment les grands thèmes. Est-ce que le Sénégal 2050 est une continuité? Est-ce que c'est un continuum du PSE ou pas? Il semble dire le contraire. Je dirais pas oui. Voilà, je pense que quand il dira en détail le projet qui est proposé, il verra qu'il y a une nette rupture par rapport à ce qui se faisait. Je pense que les Sénégalais ont dû constater tout le temps qui a été pris. Parce que le gouvernement qui est arrivé a été très méthodique. Nous avons tout suivi. D'ailleurs, moi j'occupe
le ministre conseiller chargé du bureau de suivi d'évaluation des politiques et programmes publics, qui est un parent pauvre. Qui remplace le boss. Bon, pas le boss, c'est vraiment un contenu différent. Peut-être c'est une version améliorée de la commission nationale. Alors le boss, bureau opérationnel. Voilà, on y reviendra sur le boss. Le boss, c'est le suivi. Ça devient maintenant box. D'accord. Au niveau de la primature. C'est le bureau opérationnel de coordination et de suivi. Mais de toute façon, quand M. Bodji lira le projet, il verra le programme, il verra que quand même il y a une nette différence. Le diagnostic qui a été fait a pris du temps, effectivement, parce que nous savions pertinemment depuis très longtemps que quand même il y avait un certain maquillage. Moi, personnellement, j'ai débattu ici pendant longtemps, toutes ces années-là, sur les chiffres. Je me rappelle, on a fait Dakar Lobby ici avec le ministre des Finances. On a toujours débattu sur ces questions des chiffres au Sénégal. Le diagnostic a été nécessaire. Et la promesse a été tenue aussi, parce qu'il avait été prévu de sortir un programme avant septembre. Le projet est disponible. C'était la présentation qui a dû être préparée, vu les contingences. Une grande promesse également a été tenue, c'est-à-dire que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'est plus leader de parti. Donc, parce qu'il faut bien préciser cela et que maintenant nous faisons cap vers l'exécution d'un programme qui a été donc concocté sur la base d'un diagnostic clair. Je pense que pourquoi ça ne peut pas être la même chose avec le PSE, c'est-à-dire que l'anomalie la plus grave du PSE, le nouveau programme l'aborde avec des solutions concrètes. On y reviendra. C'est laquelle, anomalie? Le PSE, c'était une compilation de projets. Vous savez qu'on a essayé de faire du keynésianisme en faisant de la dépense publique donc un moteur de relance du PIB. Vous avez vu tout ce qui a été fait en termes de dépenses publiques. Ceci n'a abouti qu'à un surendettement de l'État sénégalais et que quand Keynes réfléchissait sur l'effet multiplicateur de l'investissement public, Keynes réfléchissait en économie fermée. Et nous sommes une économie ouverte et la plupart des marchés publics étaient raflés par des entreprises étrangères. Et ceci a exacerbé l'extraversion de l'économie. Le PIB qu'on annonçait à 7-8% n'a pas été conclusif. Et les correctifs existent dans ce projet-là qu'on est en train de proposer. Et ça a aussi affaibli le secteur privé local. Le secteur privé local qui a été le parent pauvre aussi de toutes les politiques qui ont été menées. D'ailleurs, si l'État a dû s'endetter, c'est que les 30% de contributions qu'on attendait du secteur privé n'ont pas été obtenus durant l'exécution du PSE. Voyez donc les correctifs maintenant. Et la démarche qui a été donc adoptée, c'était d'abord de compter. La première rupture, c'est d'abord compter sur les capacités, les ressources humaines nationales. Vous voyez, le cabinet performance est dirigé par un Sénégalais. Le ministère de l'économie, de la coopération et du plan a été donc au centre de l'élaboration du projet. Et vous avez vu que ce matin, il n'y a que des Sénégalais qui étaient là pour présenter un projet. Déjà ça, c'est une avancée notoire qu'il faut saluer. Parce que ce qui a fait l'échec des plans d'ajustement structurel, c'était que Polak et Robitschek, qui faisaient les modèles d'absorption, n'étaient pas venus au Sénégal. Ils ne connaissaient pas les réalités du Sénégal. Le PSE également a été élaboré avec la supervision d'un cabinet qui n'avait pas une certaine maîtrise de l'économie sénégalaise. Le Sénégal également n'était pas préparé sur le plan institutionnel. Et d'ailleurs, l'un des axes majeurs de ce programme, ça porte sur les institutions. On a parlé de révision des contrats pétroliers. On a parlé de révision du code de la famille. Tout ça, ça demande quand même beaucoup de transformations sur le plan des législations et c'est tout l'enjeu qu'il faut donc mettre sur les élections législatives à venir. Alors concrètement, pour parler de ce plan quinquennal, concrètement, l'ambition c'est quoi? C'est 6 à 7% de croissance annuelle d'ici 2029, c'est ce qui a été dit en tout cas. Pour être réaliste, parce que ce qu'il faut constater, d'abord c'est que tous les plans qu'on a exécutés au Sénégal n'ont pas pu venir à bout de la vulnérabilité qui faisait qu'à chaque fois qu'il y a un choc exogène, l'économie sénégalaise en participe. C'était ça. Le PSE a été mis à mal par la Covid-19 et par la suite par la guerre en Ukraine. On en parle. Il y a également le fait qu'on a toujours compté sur l'étranger. Si le PSE, dans sa phase initiale, avait eu les résultats escomptés, parce qu'au départ, on est parti au groupe consultatif de Paris. On a sollicité des engagements et 3 927 milliards d'engagements ont été souscrits. On a exécuté le PAP 1. En 2018, on est reparti pour solliciter encore 7 356 milliards d'engagements pour obtenir cela. Si la mécanique de création de richesses, de valeur ajoutée était à l'œuvre, comme cela se devait,
on n'aurait pas eu besoin par la suite d'aller encore souscrire des engagements. Vous voyez, la dette du Sénégal, en 2023, 57% des recettes de l'État ont servi à payer le service de la dette. Et il fallait faire ce diagnostic-là, effectivement, pour voir par où on va passer. Le financement, on y reviendra. Monsieur le ministre. Et moi, je vais rajouter quelque chose de très important. Oui, je vais terminer par vous. Souleymane, que pensez-vous de ce plan quinquennal? Il est difficile de donner un avis comme ça, to the go, sur un plan qui a pris quand même des mois à monter, avec une somme d'intelligence, de compétences. Il serait prétentieux de venir juste d'un coup de crayon dire que voilà, il est bon, il est cohérent, il ne l'est pas, etc. J'adopte la même attitude de prudence que Dr Mbodj, bien naturellement. Mais il me semble quand même qu'on peut tirer 2 ou 3 enseignements. En commençant par la partie diagnostic. Absolument. Il m'a semblé que le diagnostic était quand même bien fait dans l'identification des contraintes, des vulnérabilités de notre économie, ça c'est clair. Ce qui me semblait un peu absent, c'était quand même les atouts. Les atouts non seulement liés aux dotations factorielles naturelles que recèle notre économie, mais également, et ça c'était la partie la plus difficile, c'était de donner crédit quand même au régime passé pour ce qu'ils ont fait pour quand même renforcer certains de ces atouts. Le PSE par exemple, tous les investissements qui ont été faits, pertinent, pas pertinent, bien géré, pas bien géré, les financements bien obtenus ou pas, la gouvernance, tout ça. Il y a quand même eu des avancées qui permettent aujourd'hui de quand même travailler sur ce plan. Après, un plan, il est bon dès lors qu'il est ambitieux, surtout quand il est à très long terme. Donc une vision doit être ambitieuse. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas que les gens regardent seulement 5 ans. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Je veux dire, la vision Sénégal 2050 pour la transformation nationale, ça c'est clair que l'ambition y est et on touche véritablement les points importants. La souveraineté, c'est quelque chose de très important. La prospérité, une richesse partagée, etc. Et la justice. Et plus globalement, la bonne gouvernance en général. On est d'accord là-dessus. Mais j'aurais aimé quand même qu'on soit un peu plus fin dans l'analyse sur un sujet, par exemple, dont on a discuté tout à l'heure, sur les anticipations sur des questions telles que le changement climatique, par exemple. Et la question reviendra tout à l'heure avec M. le ministre. Et on l'a évoqué sur la durabilité. Si vous voyez mais justement, ce que je trouve un peu insuffisant, c'est juste de l'évoquer. C'est de vraiment l'intégrer dans l'analyse et d'en tirer toutes les conséquences à moyen et long terme. Et là, vous allez trouver toutes ces stratégies dans les stratégies sectorielles. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais à ce moment-là, par exemple, quand on prend les moteurs de croissance, les fameux les quatre moteurs, axes, les 4 axes. Alors, il y a 4 axes et 4 moteurs de croissance avec des filières, très claires. Il y a un moteur qui vous concerne directement, c'est l'agriculture et l'agro-industrie ou l'agroalimentaire. Les agropoles. Les agropoles. Tout ce qu'on dit là nous renvoie un peu au PSE, et je suis d'accord avec le professeur Mbodj, on a discuté de tout ça. Mais si on prend moteur par moteur, sans entrer dans les détails, je prends par exemple l'agriculture et l'agro-industrie ou l'agroalimentaire. Tout ce qui est cité existait déjà peu ou prou dans le PSE. Mais les véritables innovations, des filières nouvelles, pour lesquelles peut-être on peut avoir des atouts, mais pour lesquelles on n'a encore rien fait. Je donne un exemple tout à fait banal. La floriculture, par exemple. Un pays comme le Kenya l'a développé, avec certainement des atouts liés à ce pays-là, au plan environnemental, au plan climatique, au plan de la qualité des sols, etc. etc. Mais on se projette quand même à 25 ans. Il y a matière à faire. Si vous me permettez, pour vous dire 2 choses pour démontrer que ce qu'on a montré, le nouveau référentiel, est complètement différent du PSE. Avec le PSE, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé emprunter de l'argent très 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 cher pour investir dans des projets qui n'ont pas débloqué notre économie, comme le professeur Mbodj l'a dit.
Ah non, je non, attendez. Justement, attendez. Vous pouvez Non, vous avez dit que le diagnostic est le même. Monsieur le ministre, on va organiser tout cela. On va laisser Souleymane terminer. Je vous redonne la parole. Alors, après, une autre question se pose sur les industries extractives, où on nous parle de filières. Il y a le pétrole et le gaz, bien naturellement. Il y a les phosphates. Il y a aussi la métallurgie, enfin tous les métaux qu'on a, etc. Le fer de la Falémé, etc. Alors la question qui se pose à partir de ce moment-là, c'est tout ça, comment ça s'articule par rapport à une autre dimension de cette planification qui est l'aménagement du territoire. On parle de pôles. 8 pôles. Alors, les pôles étaient structurés autour des agropoles dans le PSE. On voyait tout de suite très clairement que dans chaque pôle, il y avait un agropole qui était existant, en cours ou prévu. Or, ici, on a des moteurs de croissance avec des filières. Quand on superpose les deux cartes, on peut se poser des questions. La réponse doit être très claire dans la tête de ceux qui ont pensé. Donc, Souleymane, il y a clairement des similitudes, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas seulement des similitudes, mais des points d'interrogation quant à la cohérence de l'approche dans les choix des filières, par exemple. Vous avez suggéré la question. Quelles sont les ruptures réelles? Parce qu'on parle quand même de transformation systémique. Alors, quand on parle de transformation systémique, le sous-entendu, c'est une révolution dans le choix des moteurs, dans le choix des filières, dans le choix des objectifs, dans le choix même des quantités. Et c'est un point très pertinent que vous avez soulevé. Est-ce que c'est assez ambitieux de viser une croissance de 6 à 7% annuelle à l'horizon 2029 avec tous les facteurs qu'il faut intégrer dans la réflexion, notamment le croît démographique. La population du Sénégal va doubler d'ici à 2050. On passe de 18 à 39 millions de personnes. Alors, évidemment, je vois tout de suite, monsieur le ministre est un mathématicien reconnu. J'imagine que d'autres personnes comme vous étaient dans l'équipe qui travaillait sur les chiffres. Bien évidemment, quand on superpose également le croît démographique et le croît économique qui est escompté dans les années à venir, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 6 à 7% ce sera suffisant pour absorber la pauvreté, pour créer suffisamment de richesses à répartir entre toute la population et pour atteindre les objectifs de la vision? Alors, messieurs, si vous me faites des réponses courtes, je suis preneur, parce que le sujet est dense et il y a beaucoup d'autres sous-thèmes à pour vous montrer, pour vous dire combien c'est ambitieux. Juste une question, si vous le permettez. J'insiste sur le plan quinquennal parce qu'il faut des mesures urgentes tout de suite et maintenant. C'est pour ça que je parle du plan d'action puisque c'est ce qui va être déroulé dans l'immédiat. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Ah bon? On ne peut pas bâtir une nation, on ne peut pas construire un pays sur 5 ans. Raison pour laquelle, après avoir fait les diagnostics, on s'est dit, sur 2050, quel est le Sénégal qu'on veut délivrer? Notre population, comme vous l'avez dit, passe à 39 millions. Pour être assimilé à un pays à revenu intermédiaire sur la tranche supérieure, il faudrait un PIB par habitant dans l'ordre de $4 500, multiplié par 3, ce qu'on a aujourd'hui. L'IDH, l'indice de développement humain, aujourd'hui on est 169e sur 192 pays. On veut être en dessous de 100. Le taux de pauvreté, passer de 37,5% à 10%, est quelque chose de très 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 important. L'équité territoriale, renverser la balance. Aujourd'hui, une bonne partie des recherches est regroupée sur Dakar. 53%, aller à 71%. Si vous me permettez, pourquoi l'équité territoriale est extrêmement importante? Regardez une région comme Kédougou. La presque totalité de l'or produit au Sénégal est sur Kédougou. Si vous prenez cette richesse divisée par le nombre de populations de Kédougou, Kédougou doit être la région la plus riche du Sénégal. Et tel n'est pas le cas aujourd'hui. Si vous me permettez aussi, combien le nouveau référentiel est complètement différent du PSE. Si vous vous souvenez, son Excellence le président de la République Macky Sall, au début de son mandat, il avait beaucoup misé sur l'agriculture. Et après le premier mandat, après l'échec,
Pour se racheter, ils sont allés emprunter de l'argent très, très cher pour construire des stades, pour construire des routes. Je ne dis pas que ce n'est pas utile. Les routes, c'est utile. Aujourd'hui, comme le docteur l'a dit, nous sommes absolument convaincus que les 1070 milliards de francs CFA que nous importons, 1,4 million de tonnes de riz, 860 000 tonnes de blé, 450 000 tonnes de maïs, 347 000 tonnes de légumes, 210 000 tonnes d'huile, plus de 200 000 tonnes de sucre, 100 millions d'euros de lait. C'est là où se trouve la valeur ajoutée. Maintenant... Et qu'est-ce qui vous différencie? Parce que c'est important, quand vous parlez de différence avec le plan Sénégal émergent, qu'est-ce qui vous différencie? C'est le mode de financement? Non. D'abord, après avoir fait le diagnostic, on s'est dit que cette agriculture familiale qui nourrit 80% de la population, qui occupe 80% de la population, plus de 70% de la population, ces éleveurs pastoraux qui nourrissent les Sénégalais, il faudrait d'abord faire de telle sorte qu'ils puissent cultiver 12 mois sur 12. Si vous voyez, sur la stratégie agricole, on a dit qu'on fait des coopératives agricoles sur les 557 communes du Sénégal. C'est pas nouveau. Hein? Non, attends. Regarde, les gens vont me dire que Mamadou Diop avait proposé des coopératives agricoles. Oui. Mais on a un concept qui est totalement nouveau. Et comme vous le savez, je suis banquier de profession. Et si vous me permettez, je suis revenu au Sénégal en 2019 où moi-même j'ai commencé à investir au Sénégal. Et le success que j'ai appliqué pour moi-même, c'est ce que je veux appliquer pour les 557 communes du Sénégal. Oui. Je vous donne un petit exemple. Vous venez dans une commune, vous prenez 200 hectares, vous faites 4 forages, vous faites 4 pivots de 30 hectares. Vous installez la population locale. Oui. Durant l'hivernage, ils cultivent. Quand il y a un problème d'eau, les pivots démarrent. Et durant la période sèche, on peut cultiver du maïs, on peut cultiver du blé, on peut faire des produits horticoles parce qu'on est à 4 heures de l'Europe. Ça, c'est différent. Et maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ces spéculations, on va les utiliser pour fournir les agropoles. Et là, les agropoles auront de quoi transformer. Oui. Regardez ce qu'on a, vous me permettez, regardez ce qu'on a fait avec l'agropole du Sud, l'agropole de Pâle. On a construit des agropoles, rien n'a transformé. C'est ça le problème. Deuxièmement, l'énergie, si vous me permettez. Aujourd'hui, notre pays, regardez le taux d'ensoleillement du pays. On a la chance qu'aujourd'hui, nous produisons du pétrole, nous produisons du gaz. Aujourd'hui, on peut aller faire, là où je partage l'avis avec M. Mbodj, avec professeur Mbodj, aujourd'hui, on peut aller faire des partenariats avec l'Allemagne, Siemens, amener des combined cycles de 1000 mégas, 2000 mégas, nous produisons notre gaz, on fait gaz to power, on l'injecte dans le West African Power Pool et on sert nos voisins. Maintenant, au lieu d'exporter du gaz, on exporte de la valeur ajoutée qui est le power. Deuxièmement, regardez ce que OCP a fait au Maroc. Ils ont des phosphates. Au début, ils exportaient du phosphate. L'office chérifiant des phosphates. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'engrais. On a deux choses maintenant. Avec le gaz, on a le N, avec les phosphates. Pipe, hein, déjà. Oui. Non, bon, moi je vous dis... Ça, c'est un grand projet du PSE. Vous savez, les gens peuvent dire, on va faire, c'est facile. Mais c'était pas... justement, Mais c'était pas possible, il n'y avait pas de gaz. Justement. Maintenant, aujourd'hui, regardez la situation dans laquelle le Sénégal est aujourd'hui. Avec le gaz, on a le N, avec le phosphate, on a le P, on a les deux composantes du NPK. Oui. Plus la possibilité de faire de l'urée. De l'urée avec les... Mais non, il y a autre chose qui est très, très, très important. Aujourd'hui, on a parlé de durabilité, de l'économie circulaire. Regardez une grande ville comme Dakar. Dakar, il y a plus de 100 000 tonnes de déchets par jour. Donc, plus de 60% c'est des déchets organiques. Faisons de l'engrais organominéral. Faisons des stations de compostage. Tout ça, imaginez maintenant qu'on accompagne les coopératives agricoles communales avec ces stations de compostage, avec le NPK, avec l'urée, notre pays d'école. Non seulement notre pays d'école, mais la sous-région d'école. D'accord. On va parler maintenant du financement. Comment vous allez financer tout cela? Vous savez, aujourd'hui, ça c'est un thème, parce que vous savez, j'ai fait 30 ans de banque d'investissement. Le financement, on pourrait utiliser plusieurs stratégies. D'abord, la diaspora. Jusque-là, l'argent de la diaspora, on a fait des diaspora bonds, mais pour investir sur des infrastructures, certes importants, mais quand on voit le poids de la dette, il y a une question à se faire. D'accord. Deuxièmement, on peut faire de la diplomatie économique. Aujourd'hui, on peut facilement dire un pays comme l'Allemagne, un pays comme la Russie, venez nous construire des centrales. Sur 18 496,83 milliards, 62%
exécutés par le budget public, donc 23% partenariat public-privé, mais en favorisant le secteur privé national. Maintenant, si vous me permettez, aujourd'hui, quand je vois les opportunités, les secteurs à fort potentiel, regardez notre sous-région. La Guinée importe de l'énergie. Libéria en a moins de 30%. Sierra Leone, moins de 25% d'énergie. La Gambie. Donc vous voyez déjà seulement le Sénégal qui se dit j'ai du gaz, allons trouver des partenaires locaux, des partenaires étrangers pour faire des PPP, pour construire de grosses centrales à gaz qui peuvent accompagner aussi avec des centrales solaires. Mais monsieur le ministre, juste en 5 secondes. Aujourd'hui, le MCC est en train de travailler avec tous ces pays pour un compact régional pour l'électricité. Je veux dire, évidemment, immédiatement comme ça, dans les 5 prochaines années, votre raisonnement est parfait. Au-delà, quand ces pays-là se seront mis à niveau, ben, on n'aura plus ce marché-là pour vendre de l'énergie. C'est ce que j'appelle un peu l'intégration dans l'analyse des développements ultérieurs. Je pense que c'est un travail qui n'a pas été suffisamment fait. La prospective. Justement, docteur Mbodji, vous pouvez y aller sur les financements. Est-ce que vous y croyez? Oui, tout à fait. Bon, avant, mon ami Mourio, votre théorie sur l'endettement et tout, le problème, c'est pas facile. Vous avez des projets, des programmes à développer, vous ne trouvez pas les moyens de les financer. Dans le contexte actuel du Sénégal, et ce gouvernement en viendra. Il a même déjà commencé. C'est le principal problème. Et moi, personnellement, j'ai participé à beaucoup de forats à l'international où le président sortant s'est bagarré sur la question des DTS, des droits de tirage spéciaux. Absolument. Qu'il faut augmenter pour l'Afrique. Où il s'est battu contre la perception qu'on a de l'Afrique, de la cherté de l'argent. Ces questions-là sont devant nous. Donc moi, je pense que dans l'état actuel des choses, les ambitions que nous avons pour le Sénégal, nous ne saurions les financer exclusivement avec les ressources internes. C'est pas possible. Mais on n'a pas dit ça, hein? Non, oui, j'ai pas dit ça. Alors c'est 62% pour oui, exactement. Quinquennat. Oui, d'accord. Mais même ces 62%, il faut aller les chercher. C'est beaucoup. Ah, oui. C'est beaucoup. Vous n'y croyez pas, c'est ça? Non, franchement, je pense que, bon, il faudra peut-être trouver avec la réduction des dépenses, des véhicules pour, voilà, ils disent que si j'ai 500 millions, je peux emprunter je sais pas quoi à des taux. Bon, voilà. Il faudra peut-être des mécanismes. Mais ce que je veux dire, ça c'est un problème, un frein essentiel aux économies africaines. La question de où trouver l'argent à des taux qui sont raisonnables pour développer l'Afrique. Ça, tous les présidents africains se sont toujours battus contre ça et ça continue, ça demeure. Et le pouvoir actuel, comme j'ai dit, va être confronté à ça. Bref, ce que je voulais dire, c'est que, monsieur le ministre, là, franchement, vous avez là, jusque-là, cité que des projets, même mûris, et très bien avancés du PSE. Je prends l'exemple du Gas to Power, qui est un programme consistant, effectivement, à utiliser le gaz pour produire de l'énergie, ramener le prix du kilowattheure à 40, voire 35 francs, exporter ce gaz, parce qu'avec le pool, comme vous l'avez dit, on peut, du Sénégal, vendre de l'énergie au Nigeria. Absolument. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ce qu'il faudrait peut-être dire, et c'est là où je vais brancher sur les hydrocarbures. Nous avons un grand challenge aujourd'hui pour développer l'écosystème du oil and gas, qui est très complexe et qui peut nous rapporter beaucoup. Malheureusement, l'axe du débat, c'est pas ça. L'axe du débat, c'est ça. Vous parlez de révision de contrats pétroliers. On attend de voir. Hein, mais je crois que c'est une mauvaise piste. Pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est des gens expérimentés. Les pétroliers, ce sont des gens expérimentés dans leur métier. Ils sont très nombreux, ils se communiquent des informations. Alors, ça m'étonnerait que, voilà, qu'on puisse là, tout de suite, après même pas un an d'exploitation du pétrole et du gaz, parler de renégociation des contrats. Mais vous savez quand... Laissez-moi terminer un peu. Le temps de respiration du pétrole, c'est 30 ans. 30 ans. Les jugements de Sangomar comme GTA, c'est 25 ans. Oui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, d'abord ce qui n'est pas bien pour l'image du Sénégal, à peine le premier baril sorti, on est au tribunal avec notre partenaire. C'est déjà un problème, parce que c'est un monde très fermé. Mais d'autre part, il y a à dire que les contrats pétroliers ont été, comment dirais-je, négociés
par des experts sénégalais qui s'y connaissent très bien. Dans les équipes nouvelles du ministère de l'énergie ou autour du président de la République, ça m'étonnerait qu'on sorte du chapeau d'autres Sénégalais qui ont travaillé autant dans le personnel de gaz, ici. Oui. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est la chose suivante. Au lieu de mener le Sénégal dans des conflits sur lesquels on risque de ne pas peut-être trop sortir vainqueur, je crois qu'il nous faut gérer la situation actuelle avec beaucoup de maturité. Je donne l'exemple de ce que l'on voit dans la presse ces jours-ci. Presque un mois et demi. Tous les jours que j'ai fait, on nous parle d'une entreprise à qui le fisc ou la douane demande des redressements, parfois de centaines de milliards. C'est étonnant. Je n'ai pas dit que c'est faux, mais c'est étonnant. Comment une entreprise, ces entreprises qui sont des entreprises qui sont dans le pétrole depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, peuvent rester autant de temps sans payer ce qu'ils doivent payer à l'État du Sénégal. Si vous me permettez. Pas finir. Vous parlez la parole après, monsieur le ministre. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut savoir que nous sommes nouveaux dans ce domaine-là. Nous sommes les derniers venus. Aujourd'hui, si on compare la production de l'Angola et du Sénégal, mais franchement, c'est pinasse ce que nous produisons. L'Angola a aujourd'hui plus de 22 champs qui sont en production, sans compter la prospection intense qui s'y passe. Donc moi, je trouve que cette manne à venir, dans votre plan, pourrait jouer un rôle important pour nous autosuffire en financement sur les questions essentielles que vous avez posées, notamment dans l'agriculture. Aujourd'hui, avec le gaz, on pourrait produire de l'ammoniac tout de suite, on a du phosphate, produire de l'urée et attaquer le marché sous-régional. Aujourd'hui, mon ami Serigne Diop m'a toujours dit on est à 15 kg par hectare au moment où les autres sont à 150 kg par hectare. Donc c'est un marché potentiel jusqu'au Nigeria, jusqu'en Afrique de l'Est. Ça c'est un. Deuxièmement, développer la chimie. C'est ça que j'appelle l'écosystème du oil and gas. Ouais. Développer la chimie, produire de l'ammoniac. N'est-ce pas, vous avez vu la cité de la pétrochimie, non ? La pétrochimie, absolument. Voilà, c'est ça. Mais tout cela, comment y arriver ? J'ai ici les chiffres, je peux les donner pour la nouvelle raffinerie. Le premier tanker qui a été sorti, il est en train d'être raffiné aux Pays-Bas. C'est ça. Alors 3% de marge de raffinage déjà, il faut multiplier par 999 000 barils, voir déjà ce qui nous a échappé et qui est allé aujourd'hui aux Pays-Bas, sans compter les emplois. Aujourd'hui, le grand défi, et c'est là où je suis très satisfait de votre vision d'amoindrir, c'est pas nouveau, hein, le poids de Dakar. Si on doit avoir une nouvelle raffinerie, il faut qu'elle sorte de Dakar. Ouais. Il faut qu'elle aille enrichir d'autres régions, permettre le développement industriel de ces régions-là, et c'est comme ça que nous y arriverons. Mais en tout cas, une fois, pour terminer sur cette séquence-là, moi, ce que je préconise, c'est de la précaution. On a vu l'histoire du Gabon avec Total. Total, quand mais justement, pourquoi êtes-vous si pessimiste ? Si les contrats ont été mal négociés, pourquoi ne pas y revenir pour l'intérêt du pays ? Je ne veux pas soulever certains débats, ni mais c'est important parce que vous insistez là-dessus. Regardez. Je me veux un expert, laissez-moi terminer. Je suis très prudent dans ce que je dis. Alors là, j'ai rencontré pendant les 6 derniers mois des gens qui ont fait 60 ans dans le pétrole. J'ai bien écouté ce qu'ils disent. Nous avons aussi financé, en tant que banquier, mais moi, Mozambique, je les ai financés. Oui, moi je parle d'experts. Je faisais partie du syndicat de banquiers qui m'ont financé pour 3,6 milliards de dollars Mozambique. Laissez-le terminer parce que je pense que vous devez nous quitter pour un rendez-vous. Donc, ce que je voudrais dire, l'industrie du oil and gas peut beaucoup apporter à notre pays. Non pas l'argent que nous en tirons comme ça, mais plus les transformations que ça va permettre. J'en ai parlé avec l'énergie, premièrement, en développant la chimie et la pétrochimie, tout autour, et puis résoudre certaines questions que nous avons. Ça, je crois que c'est le focus, pour utiliser le terme que affectionne bien le PASTEF, focus, patriote, etc. C'est un peu galvaudé d'ailleurs. Mais je veux dire que l'essentiel de nos efforts, le pétrole et le gaz pour nous permettre de faire des bons. Et pour la croissance, je trouve que 7 à 8% d'ici 2029, ce n'est pas très ambitieux. Moi, je trouve que le gaz est un moteur qui peut nous permettre de faire des croissances à 2 chiffres pendant 10 ans au moins. Le gaz. Alors, on va laisser le poids de la dette. S'il vous plaît, on va laisser le ministre vous répondre et terminer là-dessus parce que je pense que vous devez me quitter, c'est ça. Regardez le poids de la dette, qui est colossal aujourd'hui, surtout après les premiers résultats des audits. Pourquoi je trouve que le plan est extrêmement ambitieux ? Regardez là où nous voulons être en 2050.
En 2050, comme je vous ai dit tout à l'heure, la population sera de 39 millions. PIB par habitant, $4 500. L'indice de l'IDH en dessous de 100. Tout ça, vous me dites que c'est pas assez ambitieux? C'est à la vitesse de la Corée pour en termes d'image. Maintenant, on revient à l'agriculture, si vous me permettez. Aujourd'hui, notre agriculture, le paysan travaille 2 mois. Sur la négociation, c'est important. Non, parce qu'il a soulevé la renégociation tous les des contrats. Tous les États ont le droit de revoir, en termes de souveraineté, ils ont le droit de revoir et de rediscuter avec leurs partenaires. Parce que ces partenaires-là sont ici dans le long terme. Il faut avoir des raisons de le faire. Ces contrats ont été vraiment mal négociés. Vous savez, très mal négocié. Non. Je suis désolé. Allons dans. Je suis désolé. Il faut en apporter la preuve. Allons dans le sens. Vous avancez beaucoup de choses. Vous savez. À l'endroit des gens. Allons dans le sens d'avoir ici un débat constructif. Oui, il faut amener les preuves. Vous savez, moi, je suis un banquier d'investissement de plus de 27 ans d'expérience. Des contrats, j'en ai fait, j'en ai renégocié. Surtout dans le domaine minier. Ça, c'est pas nouveau. Mais pour moi, là n'est pas le débat. Mais ça concerne quels contrats? Les contrats de l'hydrocarbure? Tous les contrats qui ont été signés? Attends, regarde. Chaque partenaire qui vient, chaque État qui vient a le droit de faire des revues de portefeuille, y compris les contrats. Oui, bien sûr. Et ça va suivre son cours normal. Maintenant, moi, là où je souhaiterais camper le débat, aujourd'hui, on a hérité quoi? On a hérité un pays où une bonne partie de nos consommations sont importées, que ce soit les hydrocarbures, que ce soit surtout l'alimentation, si vous me permettez. 1070 milliards qui quittent notre pays pour nourrir la population. Importer autant, c'est exporter des emplois. Aujourd'hui, on s'est dit, on a fait le diagnostic, le pays est divisé, pourrait être divisé en 8 pôles économiques. Chaque pôle, chaque région, on a vu qu'est-ce que cette région-là pourrait apporter et exploitons-la à fond. Je viens de faire une tournée en visitant les 5 pays du Sud et du Sud-Est. C'est extraordinaire ce que j'ai vu. Les 5 régions du Sud et du Sud-Est peuvent nourrir le Sénégal. Un petit exemple, l'huile. Nous importons plus de 210 000 tonnes d'huile. Il suffit de 8 millions d'arbres de palmiers pour que le problème soit réglé. Le coton. On a 2 industries. On a une usine à Kaolack qui était quasiment fermée, que Serigne Mboup est en train de refaire. On a Cedefitex. Et pourtant, les 5 régions du Sud et du Sud-Est, il y a toutes les conditions pour faire du coton. Je viens de visiter à Vélingara, un paysan avec des moyens rudimentaires, faire 40 hectares de coton. Et le coton, 5 fonctionnalités. Médicale, textile. Avec les graines, on fait de l'aliment de bétail et on fait de l'huile. Dernière question pour vraiment vous libérer, parce que je pense que vos équipes vous attendent sur le financement toujours, parce que c'est le nerf de la guerre. La mobilisation des ressources. La dernière fois, le Premier ministre a fait une conférence de presse qui a eu, on peut le dire, un effet récessif, puisqu'à la suite de cette conférence de presse, la note du Sénégal a été abaissée par Moody's. Aujourd'hui, vous voulez attirer les investisseurs, le secteur privé étranger notamment. Comment rassurer ces investisseurs? Qu'est-ce que vous leur dites? Ça, c'est une très 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 bonne question. Vous savez, les investisseurs, l'axe de la gouvernance, ça attire ça donne de la confiance. Et on n'est pas le premier à faire. Regardez quand Rwanda est venu. Mais confiance en non, attends. Ça, c'est un signe notoire d'instabilité. Non, attends, regardez. Aujourd'hui, l'un des axes, c'est la gouvernance. Et vous avez vu ce qu'on est en train de faire. Mais ce que les investisseurs veulent, c'est un État démocratique. Et le Sénégal a montré qu'on est une démocratie résiliente. Ce que les investisseurs veulent, c'est la bonne gouvernance. On est en train de poser les vrais jalons. Et je vous assure que vous allez voir, le marché va se corriger. Mais aussi la stabilité. Absolument, la stabilité économique, financière, mais aussi contractuelle. Non, absolument. Non. Si vous êtes un partenaire, on revoit les contrats et on renégocie. Ça peut être le statu quo, comme ça peut être une amélioration. Mais vous sachez qu'on est ganté d'une très 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 bonne volonté et dans le long terme et dans un esprit gagnant-gagnant. Très bien.
À l'état actuel des choses, les contrats, c'est comme un épouvantail au-dessus de la tête de tous les investisseurs. Merci beaucoup. On va remercier. Laissez-moi placer un mot. 10 ans d'activité auprès du président de la République m'a donné l'occasion d'être en rapport avec des centaines d'entreprises. C'est le sentiment qui vient de l'extérieur. Est-ce que chez vous, aujourd'hui, avec ce qui se passe, il y a de la sérénité et il y a de l'encouragement à venir investir au Sénégal? Alors, on va laisser le... Parce qu'on peut dire, au cas par cas, on va laisser le professeur... Au cas par cas, on peut regarder les contrats. Et les contrats qui semblent ne pas être des contrats équilibrés. Mais cette façon de faire, en disant systématiquement tous les contrats, mais c'est une façon de détruire l'économie. Et le diagnostic est remonté aux années 60, à l'indépendance, aujourd'hui. C'est pas pour rien que notre économie est là où elle est. La souveraineté, attendez, la souveraineté, regardez l'autoroute à péage. Un belletis. C'est l'un des autoroutes les plus chers au monde. Regardez, comment tu peux concevoir, tu quittes Dakar, tu vas à Mbour, regardez combien on paye. Regardez combien on paye. Attends, on a tous fait les autoroutes. On a tous fait les autoroutes en Europe. C'est encore trop cher, c'est ça? Encore trop cher. Il faut regarde, moi je dis. Est-ce que c'est un contrat qu'il faut aussi renégocier? Regarde, ça a déjà été renégocié. Merci beaucoup. Mais encore. Et à la fin du Sénégal. Mais non, monsieur, on est tous allés en vacances en Europe. Regardez, sur l'Allemagne. Tu fais 200 km, tu ne payes pas autant. Je reviens à ma question. Tu ne payes pas autant. Est-ce que votre régime va aussi... Regardez combien on paye. Je ne dis pas... Attends, encore une fois de plus. Est-ce que c'est un contrat que vous voulez aussi renégocier, le contrat de... Tout ce que les Sénégalais sugeront que ça n'a pas été fait, ça va être revu. Sur l'autoroute à péage, si on doit négocier, il faut négocier en faveur des usagers, des consommateurs. Merci. Parce que la première négociation, elle a été faite pour les poches de l'État. Très bien. On va remercier le ministre Mabouba Diagne. Merci beaucoup d'avoir accepté le principe de cette échange. C'est dommage que M. le ministre ne puisse c'est pas vraiment d'avoir un débat contradictoire, mais dans une démarche constructive. Absolument. Et c'est important. Nous vous remercions et on attend les autres membres du gouvernement pour venir échanger avec nous sur les questions de l'heure. Je vous remercie. Vos équipes vous attendent. Tout à fait. Vous pouvez répondre, professeur Mounir. Je voudrais qu'on permette aux populations qui nous regardent de comprendre. Le débat est trop technique. Et rentrer dans des vraiment envolées assez profondes. Et moi, je voudrais qu'on permette aux gens de comprendre la philosophie qui est derrière ce projet. Je pense que le PSE est un programme, bien un plan, comme l'a dit tout à l'heure M. Niang. On ne peut pas faire table rase. Il y a des choses qui sont là. D'ailleurs, ce programme-là a été fait de manière incrémentale sur la base de ce qui a été trouvé ici. Pourquoi un diagnostic? C'est pour trouver ce qui a été bon et ce qui a été mauvais. L'histoire d'Agropole. Le mot Agropole a été prononcé au Sénégal par qui? L'agronome Moussa Seck en 2005. Quand Abdoulaye Wade voulait faire de lui le ministre de l'Agriculture. C'est lui qui a parlé de ça, qui l'a bien théorisé. Tout ce qui reprend ce terme-là, moi-même, dans mes ouvrages, j'ai écrit sur les agropoles en 2010, en faisant économie sénégalaise, enjeux problématiques, que j'ai publié à l'Harmattan, j'ai abordé la question des agropoles. Donc c'est une bonne pratique. Malheureusement, le contenu n'a pas été donné à ce concept-là. Macky Sall n'a pas eu le temps peut-être, mais c'est un concept qui a été repris et c'est un concept très ancien. Mais moi, je voudrais aussi dire que, pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut faire une dichotomie entre le contenu du PSE et le contenu du programme. Tout à l'heure, j'ai parlé de Keynes. C'est vrai que Abdoulaye Wade nous a un peu légué cette dimension keynésienne du développement avec les investissements publics, tout ça. Mais prenez bien les chiffres que je vais vous donner. Dans le cadre du PAP, il y avait 9 700 milliards de dépenses qui étaient prévues. À la fin, en 2019, après le bilan, 5 700 milliards ont été dépensés, ce qui fait un bon taux d'absorption. Avec, sur les 3 927 milliards qui avaient été recueillis comme engagement auprès des bailleurs de fonds, 2056 milliards ont été absorbés. Mais à la fin, on a eu 29,5% de cumul de croissance en 5 ans.
C'est comme si au Sénégal, on mettait trop d'argent pour avoir peu de résultats. Oui. J'ai toujours fait la métaphore en disant que c'est comme votre véhicule. Quand le moteur n'est pas bon, vous mettez trop de carburant. Vous mettez trop de carburant pour que le moteur avance. Au Sénégal, on a mis trop d'argent pour des résultats qui n'étaient pas vraiment à la hauteur des attentes. C'est la correction de cela qui est apportée maintenant dans ce projet-là, en revoyant les moteurs de la croissance économique. Et comment? Non, c'est-à-dire que les moteurs, vous les trouvez dans le... Les moteurs, vous les trouvez... Les moteurs sont les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Les 4 moteurs non, c'est pas les mêmes. Je vous donne un exemple. Comment vous calculez le PIB? Vous n'avez pas les mêmes moteurs. Ah bon? Non. Vous avez aujourd'hui un solde commercial qui est stagnant depuis que Macky est là. Ça n'a pas bougé. Et aujourd'hui, il y a des objectifs pour drastiquement réduire ce déficit commercial-là. Ça, c'est un moteur de croissance, je vous dis. Le PIB, c'est la consommation, plus l'investissement, plus les stocks en attente d'utilisation, ce qu'on appelle variation de stock, plus exportation, moins importation. Plus vous baissez les importations par substitut à une production locale. Voilà. Plus vous promouvez les exportations. Là, il y a eu beaucoup de projets autour de ça qui vont permettre en un laps de temps d'avoir des résultats. Maintenant, on a été peut-être peu ambitieux sur le taux de croissance à mettre en 6-7%. C'est pour vous dire que comme on l'a fait le Djibouti chiffre. C'est de l'ambition, ça? Non, quand on a fait le Djibouti chiffre. Nous sommes dans la logique du Djibouti qu'on avait dans les chiffres. On a rétabli que le déficit public n'était pas à 5% et que c'était à 10%. Que la dette n'est pas à 76%, elle est à 83%. Voilà. Après, on peut en parler. Voilà. Mais justement, moi, je n'ai pas de problème pour en parler. Il vaut mieux passer le débat ici. Mais c'est important parce que ils l'ont abordé. Non, mais c'est la même chose sur les chiffres. Revenir à 3%, c'est important parce qu'on se demande mais comment vous allez faire? On a parlé atteindre également les 70% du PIB dans un délai raisonnable, mais comment vous allez faire pour atteindre ces deux critères de convergence? Aujourd'hui, la dette, on est à 84%, sur le financement selon les derniers chiffres que vous avez annoncés. Aujourd'hui, en termes de déficit également, vous annoncez revenir à 3% d'ici 2029. Comment vous allez faire? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Vous savez que depuis 10 ans, avant 2024, je vous ai dit tout à l'heure que moi je fais partie de ceux qui avaient toujours contesté les chiffres qui étaient avancés. Ici à TFM, j'avais dit en 2023, fin 2022, que la dette du Sénégal était à 68% en 2022, à 75% en 2022. Le ministre des Finances était là, mon ami Mamadou Moussa Faba, qui a dit que c'était à 68%. Mais à l'époque, il ne disait pas aux populations que c'était la dette des entreprises publiques et parapubliques qu'il ne prenait pas en compte. C'est normal. Il parlait de la dette de l'administration centrale. Voilà, c'est la dette souveraine. Maintenant, la dette, c'est la dette. En fait, quand un pays encaisse de l'argent venant de l'étranger, on est obligé... On ne peut pas dissocier. On est obligé pour la signature du pays, on va voir quelles sont les rentrées d'argent venant de l'étranger dans ce pays-là. C'est plus concret, c'est plus cohérent de faire cela. Il n'y aura pas de groupe consultatif. Parce que le Sénégal est déjà dans des axes de coopération avec beaucoup de partenaires. Et les lignes sont bien alimentées. Ça a été dit ce matin par Victor, par la DGPPE. Quelles sont ces lignes? Non, il y a le Sénégal depuis... Parce que le ministre a parlé tout à l'heure de diaspora, je ne sais pas. Non, c'est-à-dire que la diaspora ne peut pas financer le développement du Sénégal. Oui, il n'y a pas que la diaspora. Il faut écouter. Il y a également le secteur privé qui va financer à hauteur de 14%. Un autre les partenariats publics et privés 23%. Et le budget va prendre en charge 62%. C'est ça effectivement, non, mais lui, il va lire après, il va comprendre. Moi, je ne peux pas quand même l'aider. Parce que dès le départ, lui, il a dit qu'il... Non, c'est-à-dire qu'il faut être sérieux quand même. Il faut qu'on soit sérieux, qu'on soit conséquent. Au départ, moi, je vous ai renvoyé d'aller lire le document. D'accord. Dans le détail, quand vous lirez le document dans le détail, parce que le détail, c'est vraiment important. Quand vous lirez le document dans les détails, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin concernant les leviers de financement qu'il faut. Mais moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est comme ce que Ségolène Royal avait dit une fois. On lui a dit, mais Madame Royal, vous avez votre budget qui a été diminué de moitié pour l'écologie. Elle a dit qu'aujourd'hui, c'est la démarche au niveau international, c'est d'obtenir des résultats avec moins de moyens. Tout à fait. Aujourd'hui, la logique, c'est que les slacks qu'il y avait dans les administrations, dans l'économie publique, les slacks, ce sont les surcoûts en intrants et les insuffisances en extrants.
ce qu'on appelle des slacks en économie industrielle. Toutes les slacks qu'il y avait, qui ont fait qu'il y a eu des scandales, qui ont fait qu'il y a eu du détournement, de la corruption. Si on a la ferme volonté de faire ce Djoubbanti-là, on peut dire effectivement qu'on aura les marges financières nécessaires pour financer beaucoup de choses. Beaucoup de Sénégalais se disent ça chaque fois. Non, beaucoup de Sénégalais se disent chaque fois que si on fait l'effort de limiter les dégâts, les prévarications et tout ça, on aurait pu passer de la dette. Et pourquoi aujourd'hui vous refusez à ce que dans un programme, on puisse dire aux Sénégalais de s'ajuster et de pouvoir aider l'État à économiser. Juste une question avec Souleymane, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. La subvention sur les énergies, c'est 4% du PIB. Et l'objectif, en tout cas du gouvernement, c'est de renforcer le ciblage des subventions à l'énergie, voire carrément supprimer ces subventions-là. D'ici 2029. D'abord, une petite observation. Oui. Quand on dit que les subventions, c'est 3 ou 4% du PIB, ça veut dire qu'on confirme les chiffres qui ont été avancés. Oui. C'est la base de calcul. 1800 milliards en 3 ans. C'est clair. Oui. Ça veut dire qu'effectivement, le PIB qui a été affirmé est le PIB qui a été affirmé par le régime précédent. Oui. J'ajoute à cela que aujourd'hui, quand vous lisez les derniers, comme vous l'avez fait certainement, vous prenez par exemple le bulletin trimestriel sur les statistiques de la dette, premier, deuxième trimestre, il n'y a pas de révision des chiffres, il y a une continuité. On a même l'impression que le Premier ministre s'est trompé d'analyse. Il avait les bons chiffres. Effectivement, le dernier bulletin dit que la dette s'élève à 14 981 milliards, c'est-à-dire quasiment 15 000 milliards au deuxième trimestre de 2024. Si vous ajoutez les 1600 et quelques milliards de la dette du secteur parapublic, c'est ça qui nous amène, sous réserve de quelques corrections, et je soupçonne que ce soit les 604 milliards que l'État sénégalais pouvait contracter comme dette en 2023 pour pouvoir assurer le service de la dette de 2024 entre janvier et avril, c'est-à-dire la période électorale. Tout à fait. Ça tombe sur les 17 000 milliards qui ont été avancés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait les bons chiffres, mais qu'on en a fait la mauvaise analyse parce qu'on a rapporté ces chiffres à une période qui ne coïncide pas. Aussi, je termine là-dessus. Oui. Parce qu'il y a d'abord ça. Et après, quand vous prenez le document de planification, tous les chiffres qui sont avancés sont quand même les chiffres qui... Et j'ajoute une chose. Je pense qu'il faut quand même qu'on ait un peu plus d'égard pour les grandes administrations que nous avons et qui parfois ont même... je donnais l'exemple ce matin à la radio du Trésor, de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Il y a une douzaine de directions. La moitié au moins sont certifiés ISO. C'est-à-dire, chaque année, ou alors périodiquement, les gens viennent vérifier que les méthodes de travail sont conformes aux standards les plus élevés. Et les procédures. Donc, cette question-là, il faut qu'on la règle définitivement, parce que franchement, on perd du temps sur ça. Maintenant, sur la question des subventions, je pense que M. Mbodj en parlera avec plus d'autorité que moi. La question de la subvention, le FMI est très clair, et dans le programme qu'il a signé avec le Sénégal, il faut réduire, et ça c'était l'engagement du Sénégal en 2023 dans le cadre de ce programme-là, il faut réduire de 100 milliards par an pendant les 3 ans les subventions non ciblées. Subventions énergétiques non ciblées. Et ça nous aurait fait économiser beaucoup d'argent. Au contraire, on a eu des dérapages. Maintenant, si on supprime les subventions, toutes choses égales par ailleurs, ça c'est une formule que les économistes aiment bien, si on supprime, évidemment il y aura une augmentation des prix. Parce qu'on va appliquer la vérité. L'engagement, justement, c'est ça, c'est de supprimer sans toucher à la tarification de l'électricité. Toutes choses ne sont pas égales par ailleurs, parce qu'il y a des mesures qui peuvent être prises par ailleurs, et ça c'est dans le programme aussi. Aujourd'hui, on nous demande... C'est la promesse. Oui, on nous demande de regarder la tarification au niveau de la Sénélec. Quand même, qu'on sache quelle est la structure des prix
non seulement pour l'électricité, mais aussi pour les hydrocarbures. Oui. C'est dans le document. Il faut qu'on analyse bien la structure des coûts pour savoir, déjà, c'est ça qui va permettre de déterminer quelles sont les subventions ciblées et les subventions non ciblées, mais surtout ce qui va nous permettre de savoir si on nous applique le bon prix. Et je suis tout à fait d'accord avec le Dr Mbodji. C'est... il n'a pas voulu le dire, il a inversé la question parce qu'il a donné l'exemple d'un Sénégal où le kilowattheure coûterait 40 francs CFA et dans d'autres pays 100. C'est l'inverse. C'est au Sénégal que ça coûte 100 et quelques, alors qu'en Côte d'Ivoire, on est à beaucoup moins que 100. Dans le cadre non, mais je vous brocarde un tout petit peu. Oui. Je savais que c'était à titre d'exemple. Oui, parce qu'il y a un programme dédié pour ça, le programme Gas to Power. Oui. Il a été réfléchi et pensé dans ce sens. Sénélec est dans un travail pour transformer son outil de production afin qu'il soit, dans le pire des cas, bidual, qui prenne du fuel et du gaz, mais dans le meilleur des cas, que du gaz. Et ça permettrait sensiblement, non seulement de couper l'argent, les 300 milliards qu'on utilise pour acheter du combustible, mais en plus de nous permettre de pouvoir produire de l'électricité à un coût qui est raisonnable. Absolument. Mais moi, ce que je voulais dire, si on doit finir, je n'ai pas été satisfait de où est-ce qu'on va trouver l'argent de ce programme-là. Premièrement. C'est une question pour Mounir Ould. Voilà, premièrement, je ne vois pas, on me dit on a des partenaires. Oui, mais les partenaires, ils ne donnent pas l'argent. C'est de l'endettement. C'est de l'endettement. Donc voilà, moi cette question-là... Non concessionnel. Voilà, très bien. Voilà, ce n'est pas pour rien que les pays africains se ruent vers la Chine ou vers l'Inde, parce qu'ils pratiquent des taux d'endettement qui sont acceptables pour nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, encore une fois, je le dis, ça c'est la question de la gouvernance. Quand on parle de gouvernance, souvent on nomme une question, c'est la question de la capacité du pouvoir qui est en place de mettre les Sénégalais en ordre de bataille autour de ces questions qui sont des questions de fond. Et moi, je voulais émettre un souhait ici, devant l'ensemble des Sénégalais et des... Les choses qui relèvent de la justice doivent être laissées à la justice. On voit au Sénégal tous les jours des responsables, y compris des ministres, menacer des gens. Il faut que ça arrête. Il faut qu'on laisse la justice faire son travail. Et les gens qui sont fautifs, qu'ils puissent subir la peine qui leur est prévue. Mais il faut qu'on arrête ça. Vous êtes d'accord avec la reddition des comptes? Bien sûr. Mais bien sûr. Mais cette façon de casser la société et de mettre les gens dans des boîtes, moi, à mon avis, ça ne marche pas. On n'a pas le droit. Moi, Boubacar Mbodji, je n'ai pas le droit de dire oui, Michel Niang, voilà. Pourquoi toutes les semaines, on a un DG, un ministre qui dit que chez lui, on a détourné tant de milliards. Ce n'est pas à eux de le faire. Laissez-moi terminer. C'est important. Donc, il faut que les corps de contrôle fassent le travail. Et s'il est avéré qu'il y a de l'argent qu'on ne peut pas expliquer, dont on ne peut pas expliquer la dépense, que la justice entre en action. Mais cette façon délétère d'installer, disons, ce débat malsain dans le pays, ça ne nous arrange pas. Dernière chose. Je suis un peu déçu du taux de croissance de 7 à 9% d'ici 2016. 6 à 7%. Pourquoi je le dis? Parce que vous l'avez dit au départ, ce qui est étonnant, c'est que les performances des deux mandats de Macky Sall n'ont pas été mis à jour. Il faut le dire. Je prends l'exemple du PUDC, Promoville et Puma. Vous savez, ici au Sénégal, vous allez dans une ville moyenne, 40 ans, il n'y a pas eu 1 mètre de route. Promoville a changé le visage de beaucoup de villes. C'est des choses, il faut en parler. Il y a des succès de Macky Sall qu'on ne peut pas enterrer. Les routes, le désenclavement du pays, dans des maillots, l'accès à l'électricité. Mais c'est des programmes qui ont donné des satisfactions aux Sénégalais, à des millions de Sénégalais. Il faut en parler. Il faut arrêter ce subjectivisme. Et puis cet infantilisme qui refuse de dire que voilà, on est dans la continuité de l'État. Ça a été bon. Ça a été moins bon, et peut-être ça, nous ne l'acceptons pas. Ce qui a été bon, on parle de ça et on le met de l'avant. C'est l'argent du Sénégal. C'est pour le Sénégal, c'est pour les Sénégalais. Voilà. Ça démontre vraiment une sorte de maturité de cette façon de procéder qui consiste. Moi, je le dis encore, dans le dernier maillot, moi j'ai été 2 tournées dans le Fouta. Alors, dans l'île à Mofil, dont on pense que ça pourrait être vraiment un Eldorado en matière de culture maraîchère. Mais 270 km de lignes électriques dans le cadre du PNUR pour descendre l'électricité au niveau des producteurs et des villages. Sans compter les ponts.
d'un démètre, ainsi de suite, pour désenclaver l'île. Ça, on ne peut pas le lier. Autre chose. Donc je pense que c'est important que les gens qui ont hérité de ce pouvoir-là, qu'ils puissent partir des choses qui ont été faites et très bien faites. Les gens qui ont hérité de ce pouvoir, qui ont aujourd'hui quand même toute la légitimité parce que... On ne le conteste pas. On ne le conteste pas. Par contre, on ne peut pas cacher le soleil. Oui. On ne peut pas cacher le soleil. On ne peut pas... On ne peut pas nier le fait que quand on est arrivé en 2012, la dette croisée entre Sénélec et les communes était à 300 milliards. D'accord. Qu'on a déployé un programme d'éclairage solaire qui a non seulement amené l'activité économique dans les villes et les petites villes, mais qui a permis de graisser cette subvention-là. Et autre chose, la production d'électricité. En 2012, on était à combien? En 5 ans, on a acheté 812 mégas à la production d'électricité. Alors le livre blanc de votre régime a été rendu public. Je pense que pour les personnes que ça intéresse, elles peuvent plutôt aller l'acheter. Mais c'était important de défendre... Dans le débat public, nous devons faire la part des choses entre la politique et l'économie réelle du pays. C'est important. Et les briques qui sont posées régime par régime et qui mène le Sénégal vers l'émergence. C'est ça notre objectif ultime. Merci Dr Mbodji. On est très heureux de vous recevoir pour justement en parler. Souleymane, votre dernier mot et je laisse très rapidement au professeur répondre sur toutes les questions qui ont été soulevées, notamment sur la subvention des énergies, des questions énergétiques notamment. Sous forme de bullet points, très rapidement. Je suis d'accord avec le professeur. Je pense qu'il y a de l'argent à aller chercher dans la bonne gouvernance. Si on gère mieux, parce que au fond, je pense que c'est ça la différence fondamentale qu'il va y avoir, c'est le delivery. C'est vraiment l'opérationnalisation. Côté planification, il n'y aura pas de grande différence. Il y aura quelques ruptures, ça il faut le dire, mais je pense que c'est dans la manière d'appliquer ce projet-là qu'il y aura une véritable différence, notamment en ce qui concerne la bonne gouvernance. S'il y a moins de corruption, moins de prévarication, moins de, etc., mauvaise gestion, certainement, il y aura des marges qui seront dégagées en termes de finances publiques. Ça, c'est rapidement quelque chose qui passe. On a évoqué très rapidement la question de l'or. Je pense que l'or, c'est quand même un élément important. On a beaucoup parlé des autres ressources. On n'est pas un acteur majeur de la sous-région. On est loin derrière le Burkina Faso, le Mali, le Niger, mais la question de l'or, c'est quelque chose qu'il faut creuser pour voir véritablement qu'est-ce qu'on peut faire. On a beaucoup parlé d'innovation dans ce projet. D'innovation, de recherche, développement, etc. Évidemment, je pose la question, quelle est la stratégie? Parce que quels sont les atouts du Sénégal en la matière? Comment on entend, nous, jouer un rôle important dans un contexte où d'autres pays mettent énormément plus d'argent que nous dans la recherche et développement? Nos pays n'ont peut-être pas vocation à injecter les maigres ressources dont ils disposent dans des aventures telles que la recherche et développement, qui est c'est très important, hein, évidemment. Mais il y a un temps pour tout. J'aimerais savoir quelle est la place de la recherche. Le spatial qui a été une grande innovation. Tout à fait. Et je termine juste sur une chose. L'environnement régional. Comment c'est intégré dans l'analyse parce que, évidemment, on parle comme si le Sénégal était isolé, vivait en autarcie, alors qu'il y a beaucoup d'interactions au plan sécuritaire, au plan même économique, au plan financier, au plan des dynamiques démographiques, les migrations et tout ça. Est-ce qu'on a anticipé tout cela dans le projet? Je pense que... Alors, cherchez, allez-y, professeur, cherchez un financement endogène sans verser dans l'autarcie, comme l'a dit, je pense, Souleymane Diallo, directeur de la planification. Comment vous allez financer? C'est la question qui revient et qui vous a été posée par le docteur Mbodji. Je pense que ceux qui ont suivi la journée d'aujourd'hui, qui ont écouté le Premier ministre Ousmane Sonko et qui ont écouté le Président de la République, ont compris fondamentalement ce à quoi nous appelons les Sénégalais. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut que planifier. Ce qui a manqué à Macky Sall, effectivement, c'est qu'ils n'ont pas pu mobiliser le peuple sénégalais, tout dernièrement, dans les derniers moments,
à les fédérer autour de leurs objectifs. Je pense que cet appel-là, il faut que ça soit clair. Les Sénégalais ont une partition à jouer, un rôle fondamental à jouer dans le changement des mentalités, dans le changement de comportement, la citoyenneté. D'ailleurs, même il y a une stratégie nationale sur la citoyenneté et le civisme qui va être développée en même temps que le projet. Oui. Ça va sortir. Sur l'économie numérique également, il y a une stratégie qui va sortir et qui va améliorer. Je pense que c'est là où je suis d'accord avec lui. Il y a des choses qui ont été faites et qui, sur un plan complémentaire et incrémental, le projet va apporter donc des améliorations. Mais ce que je voudrais dire pour finir, c'est que d'abord, il faut qu'on revienne sur les piliers. C'est très important. Tout à l'heure, quand on parlait des inondations qu'il y a eu à Kédougou récemment, hier et avant-hier, on a parlé d'aménagement. D'ailleurs, il faut savoir que c'est la symbolique du baobab qui a été donnée avec des racines, bonne gouvernance et engagement africain. Après, vous avez sur le tronc, vous avez aménagement et développement durable. Vous avez un autre pilier qui s'intitule capital humain et équité sociale. Et maintenant, tout ceci donnera des fruits en termes d'économie compétitive. Et il y a aussi une autre dimension fondamentale qui fait la rupture avec ce qui se faisait. Rappelez-vous que dans l'acte 3 de la décentralisation, on disait qu'il y avait 2 phases. Une première phase, communalisation universelle. Une seconde phase de détermination de pôles territoriaux de développement qui n'a pas été fait. À la place, le Premier ministre Ousmane Sonko a beaucoup insisté sur cela. Nous ne sommes pas dans l'accélération ni dans la précipitation. Nous voulons avancer à pas sûrs vers en 2050 où 100% des Sénégalais auront accès à l'électricité, 100% auront accès à l'assainissement. Pas 2050, c'est trop loin 2050. Non, mais c'est-à-dire que je suis en train de venir. 2025. Non, attendez. 2050, c'est dans 26 ans. Non, effectivement, non, c'est-à-dire qu'il faut écouter. Moi, je vous dis. C'est dans 9490 ans. Il y a des avancées. C'est-à-dire que j'étais en train de venir. Il faut écouter aussi. Moi, je l'ai écouté religieusement. Il faut qu'il m'écoute aussi. Et on va terminer avec vous, d'ailleurs. Voilà. C'est ça en fait ce qu'il faut savoir. Deuxièmement, l'autre dimension, c'est la macrocéphalie de Dakar. Nous savons que Dakar, avec 0,3% de la superficie du Sénégal, regorge de 46% du produit intérieur brut. Il est prévu de faire baisser ça jusqu'à 29%. Dans l'horizon qui est déterminé. Mais professeur, là, vous êtes en train de nous refaire la présentation. Voilà, c'est pour dire simplement que voilà. Donc je vais passer sur ça. S'il vous plaît. Et je vais finir donc sur le financement, ça c'est important. Non, le financement tout à l'heure on l'a abordé. Moi je vous dis une chose. Au Sénégal, ce que nous considérons nous n'avons pas de problème de financement. Ah bon? Nous avons des problèmes d'absorption des financements. Ah bon? C'est-à-dire que nulle part dans le document, il n'est fait mention d'éviter de s'endetter. Non. Il n'y aura pas de groupe constitutif de Paris, c'est vrai. Ça c'est nouveau alors. Mais non, nulle part c'est écrit qu'il n'y aura pas d'endettement. C'est nouveau et c'est bien. Mais le Premier ministre ne dit pas ça. Non, c'est-à-dire que le Premier ministre, ce qu'il a dit, c'est extrêmement clair. Et je rebondis sur ça. D'accord. Il n'y aura pas de groupe consultatif de Paris, de toute façon. Oui, mais ça c'est la forme. Voilà, nous comptons. Consultatif ou pas, c'est la forme. Non, s'il vous plaît, il faut écouter aussi. Oui, excusez-moi. Mais le débat est terminé. C'est-à-dire que moi, merci beaucoup. Pour finir, je parle de la subvention aussi, s'il vous plaît. Sur le financement, tout à l'heure, on a bien dit ça. Le pilier fondamental, c'est la bonne gouvernance. Et nous savons que si nous mettons en œuvre textuellement les normes de la bonne gouvernance, le Sénégal pourra trouver des financements parce qu'il y a des ressources en perspective, il y a des potentialités, il y a le développement des ressources internes. J'ai bien apprécié la stratégie de recettes à moyen terme du gouvernement de Macky Sall. Tout ça va être mobilisé. Deuxièmement, sur les subventions, il ne faut pas oublier qu'il y a une stratégie pour faire baisser le kilowattheure progressivement. Le kilowattheure est à 110 francs. Il est prévu de le baisser jusqu'à 60 francs à l'horizon 2050 avec des baisses progressives qui vont permettre... Ça, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais moi c'est ce que je vais dire. Vous ne pouvez pas m'empêcher de le dire alors. Merci beaucoup. Parce que si on reste là à se chamailler, de toute façon, vous avez pu comprendre. Moi, ce que je vous recommande... Moi, je veux des innovations. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller lire textuellement
Dans le document-là. Dans le détail. Non, ne parcourez un document. C'est comme si un étudiant vient me dire j'ai pas lu mon mémoire. Non, il faut lire le document avant de venir ici dire des choses. Le document a été mis au public, remis au public aujourd'hui, hier. Merci beaucoup. Mais si vous l'avez fait circuler une semaine avant, pour nous permettre d'en saisir le contenu, on l'aurait fait. Oui, j'entends. Merci beaucoup en tout cas. Non, je vais dire que ce document-là, mais s'il vous plaît, je vais l'aider. Ce document-là, le président a demandé à ce qu'on appelle draft provisoire. Vous avez votre mot à dire là-dessus. Et on vous le dit tout de suite. Allez lire ce document. On le fera. Nous ne serons pas arrogants comme vous l'avez été. D'accord, merci beaucoup. Nous allons prendre vos propositions et merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre conseiller, le professeur Mounir Ndiaye, chef du bureau de suivi et évaluation des politiques et programmes publics. Merci beaucoup. Monsieur Mbodj, on m'a rajouté un I par mégal, mais c'est le Mbodj du Sénégal, du Wallou. Merci beaucoup. Docteur Mbodj, et merci d'être venu de si loin pour participer à ce débat. Oui, tout à fait. C'est important et sur notre invitation, nous sommes de vous recevoir. Merci à nous honorer de votre présence. Et merci d'avoir accepté également le concept, l'échange avec également le ministre de l'Agriculture, Monsieur Mabouba Diagne. L'idée, encore une fois, c'est vraiment d'avoir un débat contradictoire parce que c'est important et pour nourrir les idées dans une démarche constructive. Merci beaucoup, Souleymane. C'est toujours un plaisir. Vous vous êtes éclaté parce que l'économie, c'est votre dada. On a compris. Merci. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.